Voilà, merci Nicolas, merci de l'invitation. Réjoui de faire cette présentation, expliquer un petit peu ce qui se passe en Suisse. Alors malheureusement, ce serait peut-être une frustration chez vous, ça l'a été chez moi. C'est que c'est extrêmement compliqué de savoir ce qui se passe vraiment en Suisse. Euh, Parce qu'en fait, la Suisse, alors c'est pas une question de secret bancaire. Voilà, quelques particularités au niveau helvétique. Alors, je fais un bref cours de géopolitique, 2 minutes, pour vous dire la chose suivante. C'est que la Suisse est une confédération. Confédération, ça signifie qu'on a des cantons, mais chaque canton a son propre système de fonctionnement, y compris sur le plan de la santé. Ça veut dire que ce qui se passe au niveau de la santé à Lausanne, ça c'est pas forcément la même chose qui va se passer à Genève, à Berne ou à Lugano. En plus, il y a la barrière linguistique. Comme on le voit dans cette carte à gauche. En orange, on a grande partie de la Suisse qui est constituée par des personnes suisses alémaniques, on parle allemand. Et puis, ce qu'on voit aussi, la partie gauche, c'est la partie suisse romande en vert, et la partie suisse italienne, c'est la partie en bleu qui concerne le canton du Tessin. À droite, j'ai mis une image pour bien expliquer finalement comment est-ce que les collaborations vont s'établir pour chacune des régions de la Suisse. Et on voit qu'effectivement, que la partie suisse romande de la Suisse, finalement, on est rattaché à la France essentiellement pour toutes les collaborations scientifiques et autres. D'où le fait que je peux parler de la collaboration que j'ai avec Nicolas et avec d'autres personnes de France largement. J'ai beaucoup moins d'arguments et d'éléments à vous transmettre sur le plan de la collaboration avec mes collègues suisses, mes compatriotes. Donc j'étais un petit peu emprunté pour parler un peu de... Alors je vais expliquer quand même un petit peu ce qui se passe en Suisse alémanique, ce qui se passe en Suisse romande, mais voilà, ce sera relativement limité. Mince. J'ai essayé d'enquêter de mon côté, effectivement, de voir ce qui se passe en Suisse alémanique. J'ai eu peu de retours, hein. J'ai des collègues en Suisse alémanique qui font la remédiation cognitive, je le sais, mais j'ai relativement d'informations de leur part. Donc on va être un peu frustré sur ce plan-là pour savoir ce qui se passe réellement en Suisse. Je vous donnerai 2 indications par rapport à ça. Alors, ouais, une autre question, c'est ce qu'on appelle justement le fédéralisme. Fédéralisme, comme je vous ai dit, on est composé de cantons. Chaque canton a son propre fonctionnement, y compris sur le plan de la santé. Donc chaque canton dispose de compétences étendues dans le domaine sanitaire, notamment pour l'exercice des professions de santé ainsi que la prévention. Par contre, on a une assurance qu'on appelle l'assurance invalidité, qui concerne l'ensemble des personnes qui souffrent de psychopathologies graves, comme la schizophrénie. Puis à ce moment-là, c'est une assurance qu'on appelle fédérale, qui rentre en ligne de compte pour finalement, en principe, proposer des rentes à ces personnes-là. Et puis, depuis 10-20 ans, de proposer des mesures, notamment de remédiation cognitive. Ça veut dire que cette assurance fédérale, finalement, aujourd'hui, elle nous mobilise essentiellement pour faire un travail de réinsertion professionnelle. Ça veut dire que finalement, le programme précoce que j'avais développé à l'époque, finalement, aujourd'hui, s'est muté en quelque chose qui est plus en lien avec la réinsertion professionnelle et qui touche finalement l'ensemble des cantons suisses, puisque cette assurance, elle est fédérale et elle concerne l'ensemble de la Suisse. Ce que ça signifie concrètement, je reviendrai évidemment là-dessus, c'est que le programme que je propose maintenant, alors qui est adapté, c'est une sorte de programme adapté à partir du programme RECOS, mais qui s'adapte à la réinsertion professionnelle. Ce programme-là, il est diffusé finalement dans toute la Suisse. Pour l'instant, c'est des cantons suisses qui s'intéressent à utiliser ce genre de prestations. Mais l'idée, c'est pouvoir étendre ces compétences-là aussi à travers les différents cantons suisses et les différentes régions linguistiques. Donc c'est un petit peu, si vous voulez, le développement futur de l'harmonisation cognitive va probablement s'inscrire au niveau de la Suisse dans le couplage entre remédiation cognitive et réinsertion professionnelle. Je fais une petite parenthèse par rapport à ça, je reviendrai tout à l'heure là-dessus. Le programme précoce, quand je l'ai développé, pour moi, ce qui était essentiel, c'est que le programme précoce, il donne la possibilité d'atteindre des objectifs qu'on dit fonctionnels. C'est-à-dire, pour moi, en fait, ça, j'insiste pas mal sur cette idée-là, lorsque on finit le bilan cognitif, on finit l'harmonisation cognitive. Finalement, ce qui nous intéresse, c'est savoir quels sont les bénéfices en termes fonctionnels, bien plus qu'en termes neuropsychologiques. Puis finalement, ce qui compte pour la personne, c'est évidemment de savoir si elle a une amélioration en termes de qualité de vie, en termes de réinsertion professionnelle, tout bonnement en termes de rétablissement. Donc le programme précoce va vraiment s'inscrire dans cette perspective de rétablissement, propose des objectifs qui soient individualisés et qui soient des objectifs fonctionnels. Partant de cette idée, lorsqu'on s'est intéressé à ces troubles fonctionnels, on s'est rendu compte que la grande majorité des patients dont on avait la charge, c'est des gens qui avaient des objectifs fonctionnels qui étaient en lien avec la réinsertion professionnelle. Ce qui fait que de plus en plus, on était habilité à finalement proposer des mesures de remédiation cognitive, mais dans un cadre de réinsertion professionnelle.
Il y a 20, 25 ans, une personne qui souffrait de schizophrénie, 90, il faut que je parle en français, 95% des personnes, ils touchaient une rente que les personnes touchaient à vie. Aujourd'hui, c'est vraiment une exception qu'on va proposer une rente à une personne de 18-20 ans qui souffre de schizophrénie. Aujourd'hui, on va tout faire pour essayer de réinsérer la personne dans le milieu social et professionnel. Ça veut dire que mon travail de remédiation cognitive s'est muté en travail de réinsertion professionnelle pour ces jeunes personnes notamment. Donc aujourd'hui, RECOS en tant que tel, je l'utilise plus vraiment, je l'utilise vraiment dans le cadre, mais d'une réinsertion professionnelle, d'accompagner les gens Alors, on va le voir tout à l'heure, je vous donnerai un exemple. Là, comment est-ce que j'interviens? En fait, j'interviens en entreprise, j'interviens en formation pour donner les outils cognitifs qui permettent aux gens finalement de retrouver une capacité de réinsertion professionnelle avec des résultats qui sont largement positifs. Je n'ai pas de chiffre en tête, malheureusement, j'ai pas eu le temps d'enquêter comme l'a fait Caroline tout à l'heure, pour savoir combien de gens aujourd'hui sont réinsérsés dans le monde professionnel, mais probablement qu'il y a une grande partie des personnes qui souffrent de schizophrénie qui aujourd'hui sont capables de travailler dans la première économie. C'est plus des ateliers protégés qu'on vise, c'est moins un travail dans la première économie. Pour revenir à ce système de fédéralisme, il y a des avantages et des inconvénients. Ce que j'ai mis sur la gauche, c'est les avantages. Une plus grande flexibilité pour promouvoir des thérapies alternatives. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé à faire la remédiation cognitive, finalement, j'avais besoin de soutien d'un ou deux psychiatres qui m'ont dit oui, bonne idée, vas-y, etc. Puis finalement, j'avais pas besoin d'envoyer une lettre à la Confédération suisse pour savoir si c'était d'accord de financer ce genre de mesures. À ce niveau-là, c'est plus simple de mettre en place des programmes alternatifs, des thérapies alternatives. D'accord, j'avais pas besoin effectivement de justifier ce travail-là que je faisais en montrant des résultats par A plus B que ça fonctionnait. Donc finalement, c'est des démarches qui sont très localisées. Alors je vous parle de ça parce que peut-être qu'il y a une discussion qu'on peut avoir aussi à ce niveau-là. Dans quelle mesure c'est important de développer des compétences de manière très locale ou à un niveau plus au niveau du pays. Donc en Suisse, on a cet avantage-là du moment que c'est une confédération, finalement que chaque canton peut développer des compétences qui lui sont propres, du moment qu'il y a des personnes qui sont capables d'être leadership dans le développement de certaines techniques. D'où cette idée que la remédiation cognitive, quand j'ai commencé à la développer, j'avais un appui à Lausanne, mais je n'en avais pas tellement ailleurs, en Suisse. Par contre, j'ai eu la chance de rencontrer Nicolas dans les années 2000, qui m'a dit, mais oui, c'est une bonne idée de faire ça, vas-y, on peut travailler en collaboration, etc. Ma collaboration s'est établie à partir des années 2000 jusqu'à aujourd'hui, Et je collabore largement avec les personnes à Lyon, à Paris ou ailleurs en France, beaucoup plus qu'à Berne, Zurich ou Lugano. Alors ça, c'est l'avantage effectivement d'un pays confédéral, c'est-à-dire que chaque fédération, chaque canton finalement a une certaine autonomie pour développer des thérapies alternatives. Un avantage qu'on a en Suisse, c'est qu'on a un taux de chômage très bas. Évidemment que c'est plus facile de réinsérer des gens dans le monde professionnel lorsque le taux de chômage est très bas. Bon, ça, c'est un avantage, on ne peut pas faire grand-chose pour changer en quelques années cet état de fait, mais c'est vrai qu'en Suisse, on a cette chance-là de proposer des travaux, un emploi dans une activité non protégée. Parce qu'il y a du travail en Suisse, c'est plus facile de leur proposer un job assez rapidement. Les ressources financières allouées pour la réinsertion professionnelle, tout à l'heure je vous ai parlé de l'assurance invalidité, effectivement, ils ont mobilisé pas mal d'argent pour mobiliser des gens qui font de la réhabilitation psychiatrique pour permettre aux gens. Alors l'idée, c'est pas forcément pour l'assurance invalidité, c'est juste que les gens puissent à nouveau gagner leur vie et puis qu'ils soient moins de grandes charges pour la société. Donc financièrement, c'est aussi un intérêt de travailler dans ce sens. Et puis le désavantage de cet aspect, ce fédéralisme, c'est l'absence d'une vision coordonnée et unifiée des soins psychiatriques. Comme j'ai dit tout à l'heure, effectivement, on n'a pas de vision unifiée. Je ne sais pas du tout comment ça se passe à Lugano ou à Zurich, et il y a relativement peu de collaboration à ce niveau-là. Une autre chose, c'est que la Suisse est un petit pays qui malheureusement ne fait pas partie de l'Europe. Donc la Suisse a aujourd'hui coupé des programmes de recherche européens. Ça veut dire qu'on a beaucoup moins d'argent qui est alloué pour la recherche. Alors, de manière très personnelle, moi, je travaille plus du tout dans les aspects de recherche, malheureusement, ou un tout petit peu. Mon activité est vraiment dédiée à ce travail de réinsertion professionnelle. J'ai plus le loisir aujourd'hui de prendre du temps pour développer des recherches. On n'a plus de financement à ce niveau-là. Voilà. Puis la barrière linguistique. Alors, les gens, peut-être c'est votre
Votre vision des choses, on pense que les Suisses parlent tous facilement 3 ou 4 langues, toutes les langues. En fait, c'est pas le cas. Hein. En Suisse allemand, je vous garantis que c'est compliqué de comprendre ce qu'on nous dit. Donc, c'est pas vrai qu'on collabore facilement avec les Suisses allemands. Les gens ne connaissent pas en général. Alors, ils connaissent un petit peu l'allemand, mais le Suisse allemand, c'est compliqué. Donc, il n'y a pas vraiment de collaboration, notamment du fait de cette barrière linguistique. Entre Fribourg et Berne, il y a 15 km. À Fribourg, on parle le français, à Berne, on parle l'allemand. Et puis la collaboration, elle est vraiment très, très limitée entre les deux villes. Ça, c'est là-bas. Voilà, alors maintenant je vais quand même dire une ou deux choses sur ce qui s'est passé au niveau de la rémunération collective en Suisse. Alors en Suisse alémanique, tout d'abord, donc ça c'est une image de Berne, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, notre capitale fédérale. Le programme IPT a été développé à Berne. Le programme IPT, c'est un programme peut-être que vous connaissez. Il a été développé dans les années 80, donc ça date. Hein, c'est un des premiers programmes de remédiation cognitive qui ont été développés, même, j'ai envie de dire, au niveau international. Le paradigme était le suivant, on s'appuyait sur le fait que les personnes schizophrènes présentaient des déficits à différents niveaux, au niveau neurocognitif, mais aussi au niveau de la cognition sociale. À l'époque, on parlait beaucoup moins de cognition sociale. Néanmoins, ces précurseurs ont eu cette bonne idée de se dire, mais finalement, les problèmes fonctionnels, ils découlent de troubles neurocognitifs, mais pas seulement aussi de troubles de la cognition sociale. Difficultés à interagir en société, mais aussi des difficultés de type neuropsychologique, neurocognitif. Donc l'idée, c'est de dire, donc l'équipe de Brenner a dit, mais finalement, ce qu'on va proposer, c'est un programme intégratif. On va commencer dans le bon sens. Voilà. Donc la présentation du programme IPT, donc le programme commence par ce qu'on appelle la différenciation cognitive, qui est un premier niveau de traitement, qui concerne vraiment les aspects neurocognitifs. Donc c'est un travail qui se fait en groupe, hein, de 6 à 8 patients. Et puis on va commencer par faire un travail d'entraînement neurocognitif qui mobilise les fonctions exécutives, la mémoire, enfin tous ces fonctions cognitives qui sont altérées par la maladie, par la schizophrénie. Puis dans un deuxième temps, on va se rapprocher de quelque chose qui est de plus en plus au niveau de l'interaction sociale, avec une charge émotionnelle de plus en plus importante. Donc c'est un travail par gradation successive pour finalement arriver à un objectif final qui permet finalement d'améliorer la cognition sociale et la neurocognition pour permettre aux gens finalement de mieux fonctionner dans la société. Donc cette démarche intégrative, je la trouve vraiment intéressante. Et puis aujourd'hui, avec tous ces programmes qu'on a au niveau de l'entraînement neurocognitif et au niveau de la cognition sociale, finalement, on peut aussi réfléchir à ce niveau-là, dire comment est-ce qu'on peut intégrer un outil comme RECOS, NIR ou CRT avec des programmes de cognition sociale comme les programmes qui ont été développés à Lyon par l'équipe justement de Nicolas. Donc ça peut respecter. C'est vrai qu'on n'a pas tellement, on a rarement ce genre de discussion, mais comment on pourrait faire en sorte, enfin, je sais qu'à Lyon ça se fait davantage, comment on peut finalement trouver un fil rouge pour conduire les gens à faire un entraînement neurocognitif de base qui est utile finalement pour bénéficier de la cognition sociale et dans un deuxième temps de faire un entraînement de la cognition sociale, tout ça pourrait s'intégrer de manière assez limpide pour finalement atteindre des objectifs fonctionnels comme on essaie de le faire avec RECOS. Voilà. Alors le programme IPT a subi des développements. Donc ce qui s'est passé, c'est que Roeder et Müller, qui étaient des gens qui étaient tout au départ hein, pour développer l'IPT, finalement ils se sont dit mais il faut qu'on modernise notre outil, puis surtout qu'on s'approche des démarches qui soient plus fonctionnelles, avec l'idée à nouveau de proposer des modules, qu'on appelle cette fois A, B, C, D, avec de nouveau le fait d'intégrer de plus en plus des éléments avec une charge émotionnelle de plus importante pour finalement permettre aux gens d'atteindre des objectifs qui sont en termes de vie quotidienne cette fois-ci. Donc on n'est plus dans l'entraînement cognitif qui se fait en laboratoire ou au cabinet, mais quelque chose qui est beaucoup plus intégré dans le monde de la vie quotidienne. Je vous présente ça aussi parce que lorsque j'ai commencé à travailler, alors à la base j'étais chercheur en psychologie, pas du tout en psychiatrie, et puis j'ai eu la chance d'avoir un mandat de recherche sur les troubles cognitifs dans la schizophrénie. Puis mon chef de l'époque, il m'a dit, mais écoute, comme tu sais pas ce qu'est une personne schizophrène, ce serait bien que tu puisses participer à des groupes, etc., pour voir un petit peu, voilà, voir un petit peu les problèmes qui sont présents chez ces personnes-là. Alors je m'étais inscrit à un groupe IPT. Alors je ne me suis pas fait passer pour un patient, hein, mais j'ai accompagné effectivement le groupe pour voir effectivement comment les choses se passaient. Et puis de nouveau, je suis passé par la phase de différenciation cognitive, qui est le premier niveau de l'IPT. Et puis, j'ai vu qu'en 2 ou 3 semaines, finalement, ce module-là était terminé.
alors même que les gens avaient des déficits qui étaient tels que je me suis dit dans mon fort intérieur, je dis mais voilà, je pense pas qu'en 2 ou 3 semaines on va pouvoir remédier à ces troubles neurocognitifs de base. Peut-être qu'il faudrait développer cet aspect-là, avec l'idée que j'avais à l'époque de finalement de continuer cette démarche intégrative, hein, de manière à intégrer les aspects de remédiation neurocognitive avec l'intégration de thérapie de niveau de la cognition sociale. Puis finalement le travail neurocognitif, je l'ai développé sous la forme de RECOS, et finalement ça m'a pris 10 ans de ma vie pour le développer, donc j'ai pu tellement l'occasion de réfléchir à intégrer ensuite les éléments de cognition sociale, mais disons, c'est parti vraiment de cette constatation que le programme UPT proposait un travail d'entraînement cognitif que je trouvais pertinent, mais qui n'était pas suffisant finalement pour permettre aux personnes d'améliorer de manière significative leurs compétences. Donc si vous voulez, la thérapie RECOS est née de cette constatation qu'il faudrait peut-être davantage développer cet aspect de développement des compétences neurocognitives. La thérapie RECOS, qu'est-ce que c'est? En 2 mots, donc c'était développé à Lausanne. Elle vient entraîner des compétences, des fonctions cognitives et métacognitives. Alors j'ai pas le temps de parler de ça, mais les compétences métacognitives sont essentielles pour permettre un bénéfice fonctionnel, savoir comment les gens puissent comprendre quelles sont leurs difficultés cognitives, de comprendre comment ces difficultés cognitives se traduisent sur le plan fonctionnel et ainsi de suite. Ce travail métacognitif il est essentiel. Et puis, dans la thérapie RECOS, l'amélioration des capacités cognitives est un moyen plus qu'une fin en soi. C'est-à-dire, mon but, quand je fais l'harmonisation cognitive avec RECOS, c'est pas que les gens améliorent leurs compétences cognitives en tant que telles, mais que ces compétences cognitives lui permettront, finalement, de mieux fonctionner au quotidien et aujourd'hui qu'ils puissent à nouveau de pouvoir travailler dans une entreprise. D'accord? Donc, l'objectif, c'est un objectif fonctionnel. Et j'ai oublié l'idée de dire qu'il faut absolument que les gens améliorent leurs capacités cognitives. Ce qui est essentiel, c'est qu'ils améliorent leurs capacités fonctionnelles avec comme levier principal l'entraînement des fonctions cognitives. Voilà, ça c'est le principe de base du programme RECOS. Je ne vais peut-être pas trop m'étendre là-dessus. Ce qui est un aspect extrêmement important du programme RECOS, c'est l'aspect de transfert d'apprentissage. Ça ne suffit pas de faire des entraînements, des exercices en séance, ensuite de savoir comment est-ce qu'on peut le traduire au quotidien. Donc on va réfléchir avec le participant, de savoir comment les compétences qui ont été développées en séance puissent être utilisées en dehors des séances, dans le monde professionnel ou dans son quotidien, etc. Donc l'aspect de transfert, qui est parfois sous-estimé dans ces programmes de remédiation cognitive, il me paraît essentiel finalement pour permettre aux gens finalement d'améliorer leur fonctionnement. Alors, comment le programme RECOS s'est développé en Suisse et à l'étranger? Alors, je vais dire 2-3 mots là-dessus. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand j'ai rencontré Nicolas Franck, qui me dit, écoute, c'est une bonne idée de développer ce programme, etc. Viens à Lyon, viens présenter des choses, etc. Donc, j'ai présenté le programme RECOS depuis de longues années à Lyon, dans le cadre du DU ensuite, de remédiation cognitive. Tout ça a permis de valider l'outil RECOS dans une étude multicentrique qui a impliqué plusieurs centres en France et en Suisse. À Lausanne, je donne maintenant depuis une dizaine d'années une formation universitaire pour les gens qui se forment à RECOS. Alors aujourd'hui, les gens qui s'inscrivent à cette formation, c'est ça qui est aussi intéressant, c'est pas uniquement des gens qui travaillent en clinique, mais ça peut être des maîtres socioprofessionnels, ça peut être des enseignants, ça peut être des ergothérapeutes, des gens qui sont plus sensibilisés aux aspects fonctionnels. Donc la formation que je propose, elle a vraiment un axe fonctionnel. Comment est-ce qu'on peut finalement faire en sorte que les gens puissent mieux fonctionner dans leur quotidien? Alors il y a des techniques qui ont été développées. Une des techniques que je peux vous présenter maintenant, c'est ce qu'on appelle l'instruction au sosie. C'est une technique extrêmement intéressante. L'instruction au sosie, ça veut dire qu'on imagine que vous travaillez dans une entreprise, mais vous aimeriez savoir comment faire pour bien fonctionner. Or, dans les compétences qui sont mobilisées dans le cadre d'une formation professionnelle, ce que vous n'avez pas forcément durant les formations, c'est toutes les connaissances de l'expert, finalement, qu'il utilise de manière spontanée, mais qui ne sont pas forcément répertoriées dans les cahiers de formation. Donc, l'instruction SOSI va demander à l'apprenti, qui souffre d'une pathologie X ou Y, de demander à son employeur d'expliquer comment il devrait faire pour le remplacer. Alors, ce qui est vraiment intéressant dans cette technique-là, c'est que l'expert, en l'occurrence, dans son travail, ce qu'il va nous dire, c'est on va lui demander spécifiquement qu'est-ce que vous faites quand vous arrivez au bureau, qu'est-ce que vous faites, à qui vous adressez, comment vous présentez les choses et ainsi de suite. C'est-à-dire de manière à ce que la personne puisse finalement verbaliser des choses, des compétences qui sont extrêmement importantes pour bien fonctionner, mais qui ne sont pas répertoriées dans n'importe quel bouquin de formation. Je vous donne un exemple. Quand moi, je fais la remédiation cognitive, puis que la personne échoue un exercice, on peut dire très bien, les gens qui lisent le bouquin RECOS, ils échouent un exercice, voilà, ensuite je propose autre chose, etc. Or, l'expert, enfin, quand on fait la RECOS, en fait, ce qu'on va faire lorsque la personne échoue un exercice, on va jamais donner de solution. On va faire en sorte que la personne puisse générer des stratégies alternatives.
Donc la réponse qu'on va lui donner, c'est écoutez, si vous avez mal réussi, vous n'avez pas réussi l'exercice, qu'est-ce que vous pourriez faire de différent, sans lui proposer aucune piste. Et ça, c'est des compétences qui ne sont pas forcément inscrites noir sur blanc dans le cahier du thérapeute, mais qui permettent aux gens de savoir quels sont les ingrédients qui permettent de bien fonctionner en termes d'employés. Donc ça veut dire que lorsque je vois les gens en formation professionnelle, les gens notamment qui sont de schizophrénie, ils ont tous ces compétences qui sont de l'ordre de l'implicite, dont ils n'ont pas forcément accès du fait de leur pathologie, qu'on va demander à l'expert d'expliciter. Qu'est-ce que je fais si la personne... Qu'est-ce que je fais si j'arrive au bureau, effectivement, puis que j'ai déjà un client qui est assis à la salle d'attente? Je lui dis bonjour, je lui dis, etc. Donc ces compétences-là, elles sont essentielles pour qu'il y ait une bonne relation, ainsi de suite. Mais le patient, il est un peu démuni par rapport à ça, parce que c'est des compétences qu'il n'a pas forcément du fait de sa pathologie. Donc on va aussi travailler sur ces aspects-là. Il reste 2 minutes, Pascal. Oui. Voilà, maintenant je donne un exemple du travail qu'on peut faire en formation ou au travail. Nos intervenants, donc on va faire un bilan cognitif et fonctionnel, on va faire un bilan neurocognitif dans un premier temps. On va évaluer les mémoires à compréhension verbale, comme on le ferait pour RECOS, hein, c'est exactement le même outil. Et ensuite, on va analyser l'impact de ces troubles cognitifs en emploi. Comment finalement ces troubles cognitifs se répercutent dans le lieu professionnel. Pour ça, on a développé une échelle que vous pouvez télécharger sur notre site, je vous transmettrai l'adresse pour ceux qui le souhaitent, qui passe en vue 10 domaines qui sont en lien avec le travail professionnel et qui sont en lien avec les compétences cognitives. Donc, on va demander à l'employeur, au formateur, de remplir cette échelle de manière à ce que nous, on puisse comprendre finalement comment la personne fonctionne et quelles sont les difficultés auxquelles il va falloir s'atteler pour que la personne puisse mieux fonctionner dans son monde professionnel. Ensuite, on propose une réadaptation cognitive qui ne consiste pas uniquement à entraîner les compétences cognitives, mais qui permet aussi de voir dans son environnement de travail comment est-ce qu'on peut aménager une situation qui soit plus à même de poser moins de problèmes finalement à la personne. Un emploi sur un profil cognitif de l'apprenti, ça peut être aussi le cas où finalement la personne fait travaille dans une branche finalement qui ne correspond pas du fait qu'il n'a pas les compétences suffisantes pour faire ce travail-là, donc on va les réorienter sur le plan professionnel. Et on se rend sur le travail, extrêmement important. Donc on se rend sur le travail, là, on voit un apprenti qui travaille en construction métallique. Et puis on l'observe et puis on discute avec son maître socio-professionnel, avec son employeur, de manière à voir quelles sont les pistes sur lesquelles on pourrait travailler pour avoir des objectifs qui ont du sens pour la personne. Ce monsieur-là, dont vous voyez la photographie, hein, qui est tout fier d'être sur les diapositives, en fait, ce qu'il me dit, le problème qu'il avait, c'est qu'en fait, c'était un bon travailleur, mais il ne vérifiait jamais le travail qu'il faisait. Ça fait qu'en construction métallique, quand vous construisez une pièce qui est censée devenir, finalement, qui va être reproduite à 1000 exemplaires, évidemment que si vous faites une erreur, ça va être un petit peu gênant. Or, cette personne-là n'avait jamais l'habitude de vérifier le travail qu'il faisait avant de lancer dans la machine la reproduction de la même pièce. On va travailler avec lui la capacité de vérifier effectivement son travail de manière systématique, de manière à éviter ce genre d'erreur. Voilà, puis je finis avec une petite vignette clinique, j'en ai encore pour 1 minute 30 si tu m'accordes. Donc là, on a une jeune apprentie qui est en formation professionnelle de vendeuse. On fait le bilan cognitif, on voit des problèmes de mémoire visuospatiale, et puis dans le cadre de son travail, on regarde quelles sont les répercussions. Alors, est-ce qu'elle m'explique quand je vais l'observer sur le travail? Elle dit, je travaille dans un magasin, et puis en fait, dans le magasin, en fait, ils ont comme mauvaise habitude chaque 2 mois de changer l'emplacement des produits dans les rayons. Alors, c'est une technique que je ne savais pas, c'est pour montrer qu'il y a une certaine dynamique dans l'entreprise, donc on va changer le positionnement des choses. Alors pour elle, c'est une catastrophe parce qu'elle mettait des semaines et des semaines pour mémoriser l'emplacement des produits dans les rayons. Et puis il y a ce problème-là qui se pose. Alors évidemment, on va travailler là-dessus, comment elle peut se reprendre spatialement les différents éléments différents emplacements des produits. Et puis on va proposer des exercices type ce qu'on utilise dans RECOS, hein, où il s'agit de repérer à partir de quel point d'observation cette image de gauche a été prise, hein. Quel est le point d'observation en particulier, de manière à ce qu'elle puisse, une fois qu'on a entraîné ces compétences-là, qu'elle puisse finalement, elle, dessiner le plan de son magasin, puis de voir finalement si l'emplacement des produits qu'elle met dans telle partie du magasin, ça correspond ou pas à la réalité. Donc les compétences qui sont développées de nouveau en séance, à l'exercice, comme vous l'avez vu là, informatisé, on va le reproduire quelque part en lui demandant de reproduire visuellement, graphiquement, l'emplacement des différents produits.
Alors, je ne veux pas aller dans les différentes techniques, mais c'est vraiment intéressant de travailler ça avec elle de manière à repérer qu'est-ce qui posait problème chez elle. En faisant ce travail pendant 4, 5, 6 semaines, elle a eu ce problème qui était largement réduit par la suite. Voilà, puis ça c'est ma dernière slide. Hein. Donc des interactions appelées à se développer. La collaboration avec les centres de formation spécialisés s'intensifie actuellement, donc on est de plus en plus en lien avec les centres de formation spécialisés, avec des interventions qui sont dans le milieu professionnel. En Suisse, on a cette particularité qu'il y a beaucoup de gens qui font ce qu'on appelle un apprentissage. Un apprentissage en Suisse, c'est des gens qui travaillent en entreprise, qui sont formés dans le cadre de l'entreprise et qui parfois poursuivent le travail à la fin de leur formation dans la même entreprise. Ça permet d'avoir des gens qui sont directement confrontés aux réalités du terrain, hein, puisqu'ils travaillent déjà dans l'entreprise dans laquelle ils vont peut-être pouvoir fonctionner ensuite. Donc on va voir les gens d'entreprise, on va voir les gens, comment ils fonctionnent, puis on va trouver des moyens avec la personne de trouver des moyens finalement de remédier à ces problèmes. Alors peut-être juste en conclusion, pour reprendre ce qui a été dit jusqu'ici, pour moi, le développement de l'harmonisation cognitive, en tout cas en Suisse, il se fait largement dans ce cadre-là, avec mes amis suisses alémaniques qui ils travaillent aussi dans ce sens-là, dans la mesure effectivement où l'objectif c'est vraiment d'avoir une démarche vraiment fonctionnelle qui permet aux gens finalement de mieux fonctionner dans le quotidien. Et on travaille tous dans le sens du rétablissement. Ce que j'espère avec ces présentations aujourd'hui, c'est aussi de me rapprocher un petit peu de mes collègues suisses-allemands, de manière à ce que les démarches qui sont proposées par l'assurance invalidité, elles soient plus répandues au niveau de la Suisse entière. Mais pour l'instant, on est encore loin de ça. Voilà pour ma présentation.